Charles Baudelaire est un poète majeur du XIXe siècle. Il est à la fois romantique, parnassien, il sera le précurseur du symbolisme et inspirera des générations de poètes après lui, dont Rimbaud ou les surréalistes, et plus près de nous, Yves Bonnefoy. Il a révolutionné la poésie par ses thèmes, parce que pour lui, c'est dans le mal que le poète doit cueillir les fleurs nouvelles de la modernité. Trouver au sein de la laideur du monde une beauté nouvelle, et métamorphoser cette laideur, cette boue, en or. L'alchimie poétique permettra donc de faire resplendir la beauté et la spiritualité perdue. C'est ce qui rend le projet baudelairien unique et sans précédent. Et ce projet s'incarne dans le recueil intitulé Les Fleurs du Mal, recueil en vers, publié pour la première fois en 1857, qui choquera la France bien pensante du Deuxième Empire et donc fera l'objet d'un procès retentissant pour immoralité. Dans ce recueil des Fleurs du Mal s'affrontent spleen et idéal, mais on voit bien que la structure du recueil fait apparaître une descente de l'idéal vers le spleen. Toutefois, comme le titre du recueil l'annonce, le poète parviendra à extraire la beauté du mal. Une charogne est le 28e poème du recueil, issu de la section Spleen et idéal des Fleurs du Mal. Il faisait d'ailleurs partie des pièces condamnées pour son caractère choquant et il a valu à Baudelaire la réputation de prince des charognes. Le titre interpelle et annonce un thème novateur. Baudelaire va jouer ici délibérément avec des genres établis. Notamment, on retrouve la tradition du carpe diem, du cueille le jour, et puis du memento mori dans la poésie de la Renaissance, c'est-à-dire le souviens-toi que tu vas mourir, qu'on retrouve notamment dans les Vanités. Par ailleurs, la structure rythmique du poème, par son alternance d'alexandrins et d'octosyllabes, fait écho, mais un peu ironiquement, à des poèmes romantiques comme Le Lac de Lamartine. Enfin, l'alternance des rimes masculines et féminines crée un effet de bercement et de douceur qui contraste fortement avec la violence du propos, parce que associer la femme à un cadavre en décomposition fait de ce poème un poème emblématique de la volonté baudelairienne. C'est par l'alchimie du verbe que de l'infâme, donc, naîtra la poésie. Et s'exprime ainsi la supériorité de l'artiste sur la nature et son pouvoir, par l'alchimie poétique, de rendre l'éphémère éternel. Aussi, notre fil directeur s'efforcera de montrer comment s'opère dans ce poème cette alchimie poétique, qui consiste à transformer un cadavre en œuvre poétique. Si vous tombez sur ce poème à l'oral, vous n'aurez que 5 strophes à expliquer, parce que sinon ce serait trop long dans le temps qui vous est imparti. En ce qui concerne les mouvements, on peut dire que de la strophe 1 à 5, on a l'évocation et la description du souvenir. Les strophes 6 à 8 montrent la putréfaction, puis un début de transfiguration par l'art. Les strophes 9 à 11 font un parallèle très clair entre la femme aimée et la charogne. C'est la décomposition annoncée de la femme. Quant à la strophe 12, elle exprime le pouvoir du poète et de l'art de transcender le temps et la mort. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante, essuant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ses vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague où s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en ce l'eau courante et le vent, où le grain, qu'un vanneur, d'un mouvement rythmique, agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant
le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes mon âme ce beau matin d'été si doux. Ces deux vers peuvent laisser le lecteur s'imaginer qu'il commence à lire un poème délicat, un poème d'amour, un poème galant. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'impératif, rappelez-vous, ici, suggère une présence tierce, appelée à la fin du vers mon âme, donc qui peut être évidemment le poète lui-même, mais aussi quelqu'un avec qui il a partagé quelque chose. Le nous ici suggère bien aussi ce partage, l'évocation d'un souvenir vécu ensemble. Et le passé simple vime est par excellence le temps du récit rétrospectif. Donc tout cela pourrait justifier qu'on ait l'impression d'un échange amoureux, l'âme étant alors la femme et non pas le poète lui-même. Par ailleurs, le mot objet ici est assez neutre. Je ne sais pas de quoi il retourne, si je ne fais pas un lien avec le titre. Et puis le mot objet est très fréquent dans la poésie amoureuse. Pour l'instant, il ne renvoie à aucun objet précis. Le vers, ce beau matin d'été si doux, le deuxième vers, le démonstratif se marque aussi une certaine intimité entre, en tout cas une complicité sur ce partage entre le poète et la personne à laquelle il s'adresse. Le lecteur ne sait rien. Le complément circonstanciel de temps, puisque ce beau matin d'été, évidemment, c'est un complément circonstanciel de temps, pose un cadre spatio-temporel plutôt plaisant. Et le charme de ce matin est intensifié par l'adverbe si, qui en plus renforce l'intensité de l'adjectif doux. Donc c'est une belle matinée. Dans le vers suivant, au détour d'un sentier, à nouveau un complément circonstanciel de lieu, et on est toujours dans quelque chose d'assez bucolique, d'assez champêtre. Et puis, à l'hémistiche, tout d'un coup, il y a une brisure brutale de l'évocation champêtre et agréable. Une charogne infâme. Alors, charogne infâme, d'abord ça rime avec âme, ici, au-dessus. Ça peut surprendre et ça peut choquer, et c'est probablement l'intention de l'auteur. Mais en tout cas, cette charogne infâme crée un choc visuel très fort et rompt complètement le charme du premier vers. Hein. Une charogne infâme, l'image crée aussitôt un effet répulsif. Sur un lit, le lit en soi est plutôt doux. Il a peut-être un lien avec la relation amoureuse, parce que le lit, c'est aussi le lieu des amants. Mais ce lit, et là aussi, c'est à l'hémistiche que c'est coupé, ce lit est semé de cailloux, c'est-à-dire qu'il déclenche une sensation de rugosité, hein, de quelque chose qui est dur. Il y a donc une opposition entre douceur et violence, et donc une disharmonie hein, qui se répète dans ces deux vers. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Or, le sujet, hein, ici, c'est une charogne, le sujet du verbe ouvrir. Mais comme le sujet est loin, on a tendance à l'oublier. Et donc, les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, fait penser à une femme, tout simplement. Donc cette deuxième strophe s'ouvre de façon assez violente, choquante. C'est la description assez obscène d'une femme, en fait. Donc c'est la description d'une femme, et en même temps, c'est la charogne. Donc il y a bien là un lien très fort qui se crée entre les deux. La femme lubrique, brûlante, suant les poisons, érotise fortement l'image. Brûlante évoque le toucher, suant évoque... En fait, tout est fait ici pour choquer le lecteur. Pour lui faire surtout admettre le parallélisme, l'analogie qui est en train de se faire entre la charogne et la femme. Et donc, quelque part, entre l'amour, la femme, et la mort, la charogne, Eros et Thanatos.
Donc cette charogne femme ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Ouvrait est à l'imparfait, elle l'ouvre dans la durée, si vous voulez. Le verbe ouvrir est à la forme active, donc il y a comme une intention de la part de la charogne. C'est pas elle était ouverte, c'est ouvrait. Elle est donc bien offerte comme une prostituée, et elle a une caractéristique qui est d'être cynique, mais cynique étymologiquement renvoie au chien, qui fait qu'au final on a une vision peu flatteuse de la femme, quelque peu misogyne, et puis c'est pas fini, parce que son ventre plein d'exhalaisons, ici, il y a à nouveau cette opposition entre deux visions de réalité. Son ventre plein, c'est celui de la femme enceinte, c'est celui qui suggère la maternité. Sauf qu'ici, la maternité, c'est un ventre plein d'exhalaisons. C'est-à-dire, les exhalaisons, ce sont des odeurs très très fortes de pourriture. Donc c'est le ventre qui pourrit, parce qu'il est plein de verre. Donc, cette deuxième strophe établit de manière beaucoup plus évidente et violente le lien entre la charogne et la femme, ce qui évidemment choque beaucoup le lecteur. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point. Alors, il y a à nouveau antithèse entre les deux hémistiches du vers, parce que le soleil rayonnait est une image justement lumineuse, alors que de l'autre côté, sur cette pourriture, renvoie justement à la décomposition, à cette espèce de morceau de viande en décomposition. Et comme afin de la cuire à point, ramène le cadavre, la charogne, à en fait un morceau de viande, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Alors ici on a l'allégorie de la nature qui devient le lien entre la vie et la mort, et puis on pourrait voir dans « et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint », une idée d'Héraclite, nulle chose ne demeure ce qu'elle est, et tout passe en son contraire, par exemple. Mais en tout cas, c'est dérangeant. Les images sont très dérangeantes. Et le ciel regardait la carcasse superbe, et on a encore là quand même quelque chose qui est en opposition. Il y a personnification du ciel, et puis cette expression oxymorique, carcasse superbe. Alors, comme une fleur s'épanouir. Et là, ces deux vers sont importants parce que ils recèlent quelque part l'écho du titre même des Fleurs du Mal. Pourquoi ? La carcasse superbe, c'est le sujet de départ, qui est un sujet très laid, sordide même, et qui aboutit à une fleur. Donc, qui est métamorphosée, transformée par l'alchimie poétique. On peut aussi voir une parodie de la poésie de Ronsard. Parce que là où le poète de la Pléiade comparait la femme à une fleur, même si c'était une fleur fanée, Baudelaire, lui, l'associe à un cadavre en décomposition, et donc renouvelle totalement le topos, le thème du temps qui passe, mais d'une façon très violente. Il y a là retour à une réalité olfactive, la puanteur, si forte, toujours l'adverbe d'intensité, qui donne la sensation du dégoût que provoque cette puanteur chez la personne qui accompagne le poète, qui est rappelée par l'emploi du pronom personnel, du vous. Le langage, en fait, est à la fois précieux et trivial. On a un peu l'impression que le poète s'amuse, il ironise. Il oppose par exemple s'épanouir ici avec évanouir. S'épanouir, c'est la vie, et ça concerne la fleur, c'est-à-dire le poème. Alors que s'évanouir concerne la femme et fait référence plutôt à la mort. Par ailleurs, l'allitération ici, et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur, la puanteur vous crûtes vous évanouir, c'est-à-dire pendant quasiment toute la strophe, on a le son R, et le son R c'est un son dur et agressif. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir, la puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Donc c'est en tout cas une sonorité funeste, horrible, en plus de ce spectacle abominable. Mais on n'est pas à la fin du spectacle, parce que la strophe suivante
développe une description hyper réaliste du cadavre. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. C'est une description très crue, écœurante, qui provoque chez le lecteur normalement un sentiment de dégoût. En plus, on a l'utilisation de 3 verbes à l'imparfait, bourdonner, sortait, couler, et donc qui donne... Alors déjà, dans bourdonner, on a l'impression que les mouches bourdonnaient, on entend le fond du bourdonnement des mouches, et puis les autres vers, d'où sortaient, donnent l'impression que ça n'en finit plus de sortir. Donc la durée et la quantité. Les noirs bataillons, ça fait référence un peu, c'est une espèce de vocabulaire militaire qui ajoute un peu au réalisme de la description, parce que ça l'anime. Alors, de larves, ici, au début du vers, d'abord c'est une image particulièrement répugnante, et puis le mot est placé en rejet au début du vers, ce qui également le met en valeur, renforce son effet. Donc j'ai dit, pour les verbes à l'imparfait, qu'il y avait cette impression de mouvement en fait. Bourdonner, sortait, coulait. Un mouvement de vie qui coulait comme un épais liquide le long de ces vivants haillons, c'est une sorte d'accouchement monstrueux qui renforce l'association entre la charogne et la femme. La relative ici, par sa longueur justement, qui coulait comme un épais liquide le long de ces vivants haillons, donne une impression d'écoulement aussi. En fait, le corps solide devient corps liquide, et c'est répugnant. Ainsi, ce premier mouvement correspond au retour du souvenir de la rencontre avec la charogne et à sa description. Le parallèle de la charogne infâme et de la femme, là, c'est peu à peu accentué, et on n'a plus de doute, en fait. Dans la suite du poème, on aura plutôt la représentation d'une image fantastique, puisque le mouvement des insectes, comme ça, va être comparé à une vague. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. Tout cela, c'est un présentatif, et en fait, on met dedans tout ce fatras d'insectes. On ne peut pas vraiment le nommer, voilà. Il y aurait pu rien, tout cela descendait, et on pourrait avoir ça montait, ça s'élançait, voilà. Et les verbes à l'imparfait, là aussi, montrent un mouvement qui se répète. Descendait, montait, comme une vague s'élançait. Et ça donne à voir réellement le flux et le reflux de la vague. Descendait, montait, s'élançait en pétillant. Pétillant, ça fait un peu penser aussi à l'écume au-dessus de la vague, donc voilà. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. On a aussi de réalité ici. Le corps, mais le corps est mort, le corps est une carcasse. Et pourtant, il est enflé d'un souffle vague qui suppose la vie. Le paradoxe de cette chose morte, qui devient vivante sous la plume du poète, se poursuit. C'est comme s'il avait le pouvoir de ramener à la vie ce cadavre, par le choix des mots, par les rythmes qu'il emploie, par les images. Et c'est le projet baudelairien, je le répète. D'autant que ça finit par vivait en se multipliant, et donc il y a bien le verbe vivre ici, qui est en début de vers. Dans les 2 strophes suivantes, on a un rapprochement avec l'art, qui est annoncé, parce que avec cette idée de quelque chose de mort qui prend vie. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur, d'un mouvement rythmique, agite et tourne dans son vent. Et ce monde, c'est comme tout à l'heure, tout cela. Et ce monde, ce sont tous ces insectes qui grouillent autour et dans la charogne. Une métamorphose, n'empêche, s'opère ici. En fait, le monstrueux devient quelque peu sublime, parce que ce monde rendait une étrange musique, elle a beau être étrange, c'est quand même une musique. En fait, ce monde devient un espèce de grand chef d'orchestre qui gère tout ça, là. On avait tout cela, on a ce monde, et ces expressions sont des tournures impersonnelles. Et elles ont tendance à montrer que on passe dans l'informe. Comme l'eau courante et le vin, ou les grains qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. En fait, la musique étrange est comparée à la fois, il y a le comme, donc il y a une comparaison, à l'eau courante et le vent, c'est-à-dire à des éléments naturels, ou bien à des éléments humains, parce que le vanneur aussi, c'est celui qui vanne le grain, c'est-à-dire celui qui trie les céréales, qui enlève, qui épure les grains, qui nettoie. Agite et tourne dans son vent, il y a bien l'idée d'un mouvement. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée que l'artiste achève seulement par le souvenir. Alors,
Les formes s'effacer, c'est le caractère éphémère de la vie. Les formes du corps s'effacent à force d'être dévorées par les vers ou par les mouches. Et donc ça n'était plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir. Il y a un basculement qui se fait ici, parce que cet effacement du corps, des formes, est aussi ce qui déclenche le travail de l'artiste. Rendre le transitoire éternel par l'alchimie poétique. Là, on voit l'horreur se transformer en poème. Ce n'était plus qu'un rêve, c'est-à-dire que c'est pas une réalité, c'est quelque chose que l'on reconstruit à partir d'une réalité, là, et une ébauche lente à venir dans le travail de décomposition, mais aussi dans le travail d'écriture, sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. L'artiste, peu importe, un peintre, poète, recompose le réel par l'action du souvenir, alors même que la charogne s'estompe et se dématérialise. Cette espèce de passage inversé. Plus la charogne disparaît, plus le poème grandit, naît, ou l'œuvre. Donc ici, le poème a pris une tournure différente, parce que la charogne a été transcendée par le poète à travers la comparaison avec la musique et la peinture, et avec la suggestion que le travail pouvait commencer. Donc la poésie transcende la mort. En tout cas, on peut le penser. Derrière les rochers, une chienne inquiète, le complément de lieu ici marque un retour à la réalité. Et ça brise la réflexion artistique. Et puis, vous noterez qu'il s'agit d'une chienne et non d'un chien. Petit rappel du féminin, pas très bien traité dans ce texte quand même. Nous regarder d'un œil fâché, piant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. En fait, ça réduit la charogne à nouveau à de la nourriture pour chien et à sa forme informe et répugnante. En fait, c'est juste un morceau de viande. Et ce rappel que c'est juste un morceau de viande, me semble-t-il, est là pour mettre encore plus en valeur les 3 dernières strophes. Celle-ci qui commence par un tiret. Le tiret ici indique à la fois la fin du poème, sa conclusion, comme souvent chez Baudelaire, mais aussi une adresse directe à la femme. Vous serez. Et une analogie parfaite entre elle et la charogne, puisque c'est vous serez semblable. Alors bien sûr, ici on retrouve le thème de ce qu'on appelle le memento mori, souviens-toi de la mort, souviens-toi que tu vas mourir. Jusque-là, c'est l'imparfait qui dominait. Or ici, on a un futur, et un futur qui a une valeur de certitude. C'est le temps de la prophétie, c'est inéluctable, ça va arriver, vous serez semblable, et il n'y a pas d'autre alternative au futur de la femme. Ce qui l'attend, c'est d'être une ordure et une infection, une horrible infection même. Et ce qui peut choquer aussi, c'est que ces mots d'ordure et d'horrible infection sont dits à celle qui est appelée aussi « Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion ». Alors ce vocabulaire « étoile de mes yeux, soleil de ma nature, mon ange, ma passion », c'est une succession de termes laudatifs qui au final sont assez... C'est assez banal en fait, sont des clichés de l'amour courtois, du vocabulaire de l'amour courtois. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils opposent un état présent, ici, avec un état à venir qui est là. L'état présent, c'est ça, c'est cette beauté physique, etc. Et l'état à venir, c'est l'ordure et l'infection. Donc cet éloge de la femme qui est ici, étoile de mes yeux, n'est là que pour être ensuite complètement nié par ce qu'il va advenir. En fait, le réalisme violent des mots ordure et infection anéantit complètement le lyrisme amoureux qu'il y a dans ces 2 vers. Alors, c'est difficile de ne pas sentir un certain cynisme dans la manière dont Baudelaire construit ce rapport opposé entre ces 2 réalités, entre maintenant et après. Je crois qu'il s'en amuse un petit peu. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, etc. Oui, bien sûr, c'est une marque d'insistance, ça suffit pas, il faut qu'il lui répète une autre fois. Tel, c'est exactement la même chose que dans la strophe précédente semblable. C'est une analogie, une équivalence. Vous serez, on a 2 fois le verbe, à nouveau il est là. Ô la reine des grâces, et on recommence avec des termes amélioratifs, d'accord ? Mais la comparaison est sans appel. Quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses moisir parmi les ossements, ici les 2 vers rappellent quelque peu les vers de Ronsard dans Quand vous serez bien vieille. Baudelaire parodie un peu aussi, ici.
Sinon que, bien sûr, ici, il ne s'agit pas seulement il ne s'agit pas seulement de vieillesse, mais bien de décomposition. Et la rime ici entre grâce et grâce, évidemment, est pleine d'ironie et de cynisme. Moisir parmi les ossements, ce sont les effets de la décomposition que les sacrements n'empêcheront pas. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers. Alors, ô ma beauté vocatif qui reprend justement ce lexique amoureux, précieux même, dites à la vermine, et ici, et bien sûr, on retrouve la construction antithétique des vers précédents. C'est un souhait à l'impératif, et c'est une personnification violente de la vermine. Et dans ce vers, bien sûr, qui vous mangera de baisers, hein, on a l'association d'Eros et Thanatos, de l'amour et de la mort. C'est une image très forte, très violente. Que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Le passage à la première personne ici, marque le rôle essentiel du poète. J'ai gardé la forme et l'essence divine, en fait, affirme la réussite du poète. Parce que, par le pouvoir de l'art, celui-ci rend immortel ce qui n'est plus. J'ai gardé. La rime ici, vermine divine, associe le registre de l'idéal avec celui du sordide. Par l'écriture, le poète peut transcender le mal, et même la mort. C'est un alchimiste puisque l'éphémère va devenir éternel et divin. Ce que la vermine a fait, le poète en fait une essence divine. Et le dernier vers de mes amours décomposés transforme la femme. Elle disparaît. C'est plus que elle disparaît. Elle n'existait que par sa beauté physique, alors que le poète, lui, transcende la mort. Et donc, il ne reste plus rien de la charogne, donc plus rien de la femme. Et pourtant, le poète a su transcender cet éphémère en éternel. Et c'est là toute la force de l'alchimie poétique. Ce poème illustre donc parfaitement la volonté de Baudelaire de faire œuvre d'alchimiste. Le poète, c'est celui qui donne à voir ce qui s'efface, ou ce qui n'est plus. Il reconstruit, il recompose ce que le temps efface, détruit. Le poème s'était ouvert sur la convocation du souvenir, puis la description de ce souvenir et de la charogne, et il se clôt sur la glorification de l'art qui seul transcende la mort. C'est donc bien un poème qui évoque le pouvoir alchimique de métamorphose que Baudelaire assigne à la poésie. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or, ce qu'il écrit dans un projet d'épilogue aux fleurs du mal. Et en fait, effectivement, dans ce poème particulièrement, Baudelaire transforme le spectacle de la charogne en témoignage de maîtrise poétique et en joyau esthétique. Une charogne, en tant que poème, c'est bien le triomphe de la forme poétique sur l'informe de la vie. Rimbaud procédera à la même désacralisation. J'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai insultée. On peut mettre en lien d'autres poèmes des fleurs du mal, il y en a beaucoup. Déjà au lecteur, hein, le poème luminaire, c'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Ou dans Remords posthume, lorsque tu dormiras, ma belle ténébreuse, au fond d'un monument construit en marbre noir, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres. En ce qui concerne les œuvres picturales que vous pouvez mettre en lien, vous pouvez aller chercher chez Bacon, chez Soutine, et même chez Cézanne, puisque pour Cézanne, il n'y a pas de...